Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité de ce 14 mars de l'an 2021. Je reçois pour vous, fidèles amis internautes de l'invité, Joachim Adjagbessi. Il est chargé de mission du président de la République dans les unités présidentielles de suivi. Il est membre fondateur du parti politique Union Progressiste. Joachim Adjagbessi, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous ce matin pour nous exposer l'opportunité d'un second mandat pour Patrice Talon. Vous allez nous révéler les qualités intellectuelles, morales et sociales de Patrice Talon. Vous nous en direz au sujet des réformes administratives qui ont été effectuées sur le quinquennat qui est en train de s'achever. Vous nous parlerez de l'image du Bénin au plan sous-régional, régional et international. Et en fin d'émission, vous nous parlerez de quelques grandes réalisations et des projets effectués et ceux qui sont à venir pour le compte du second quinquennat. Alors, d'entrée de jeu, Joachim Adjagbessi, on peut ne pas effectuer cette émission sans quand même commenter deux actualités, notamment l'arrestation de Rika Madougou et également l'anniversaire du décès de Monseigneur Isidore de Souza. D'entrée de jeu, dites-nous ce que vous en pensez de l'affaire Madougou. Merci, cher ami, d'avoir voulu présenter ce sujet en début de l'émission. Bon, l'affaire Madougou, en réalité, c'est une affaire de droit commun et donc qui suit son cours. À l'étape actuelle, elle est présumée innocente. Je pense donc que nous, Béninois, nous devons garder une certaine sérénité et laisser la justice faire son travail. Qu'on peut souhaiter que cette justice se fasse dans les règles de l'art et qu'elle ait droit à tout ce qu'il lui faut. Par exemple, qu'elle puisse avoir des avocats pour défendre sa cause et que tout se passe bien. Et que tout se passe bien. Mais dans cette situation, quel est le rôle de l'État, puisqu'on nous parle de terrorisme, quel est le rôle de l'État pour assurer la quiétude des paisibles populations? Non, le rôle de l'État, c'est d'abord d'anticiper sur toute action terroriste pour éviter que les citoyens ne soient victimes du terrorisme. Mais le terrorisme étant un secteur très sensible, difficile à maîtriser, malgré toutes les dispositions, il peut y avoir, malgré toutes les dispositions, voire les grands pays qui disposent de grands moyens, n'arrivent pas à tout prévenir, à tout prévoir. Alors, si ça arrive, qu'on ait une bonne riposte. Voilà. Et je pense que nous avons suffisamment de raisons à avoir confiance au gouvernement, puisque par le passé, notre gouvernement nous a rassurés de sa capacité à assurer, n'est-ce pas, la paix et la quiétude des citoyens dans le pays. Dans le pays. Alors, Monseigneur Isidore de Souza, hier 13 mars, il y a de cela 22 ans qu'il nous a quittés. Joachim Adjagbessi, vous avez quand même suivi l'apport, la contribution de ce grand homme à la démocratie béninoise, à l'émancipation du Bénin. Quels sont les souvenirs les plus vifs qui vous reviennent à l'esprit? Ah oui, Monseigneur de Souza, vous venez de dire, c'est un grand homme. Effectivement, c'est un très grand homme qui avait dirigé la conférence nationale. Et en son temps, tout le monde était unanime pour affirmer et reconnaître que la conférence n'aurait pas été gérée ou alors n'aurait pas abouti à ces résultats si ce n'était pas Monseigneur de Souza. Alors, on peut donc dire que le succès, la réussite de la conférence est due en grande partie au leadership de ce prélat. Qui nous a quittés, disons, on peut le dire, un peu précocement, bien qu'il soit mort à 65 ans, et ça ne nous suffisait pas du tout. Nous aurions bien souhaité qu'il soit encore avec nous jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est un homme qui a apporté énormément au pays,
Et nous croyons, nous pensons qu'il continue de nous apporter encore. Nous pensons toujours qu'il continue de nous apporter. Alors, pour revenir dans le vif du sujet qui nous réunit ce dimanche matin, dites-nous, Patrice Talon, quelles sont ces qualités intellectuelles sur la base desquelles vous pouvez appeler le peuple béninois à rester fidèle à ses idéaux? Merci beaucoup. Nous rentrons ainsi dans le vif du sujet. Voyez-vous, le poste du président de la République, c'est un poste qui requiert beaucoup de qualités. Il ne suffit pas d'être, disons, d'avoir de compétences intellectuelles et autres pour gérer une nation. Nous voyons dans les faits quotidiens, dans la vie sociale, voyons de grandes personnalités, des docteurs, des professeurs, avocats, ingénieurs, architectes, très compétents dans le domaine, mais qui ont beaucoup de difficultés à gérer leur petit foyer, qui ont beaucoup de difficultés à gérer un petit groupe. Et souvent, les gens commettent l'erreur en pensant que quelqu'un qui a de grands diplômes, qui est intellectuel, bon, il est mieux placé pour gérer des choses, et on leur confie, et c'est le fiasco total. Ça veut dire qu'il ne suffit pas. Il y a d'autres qualités, surtout morales. Voyez-vous, un président, quelqu'un qui aspire à gérer une nation, doit savoir faire la part des choses au niveau des sentiments, au niveau, n'est-ce pas, des objectivités à atteindre. C'est-à-dire, ne pas prioriser dans le placement des cadres les intérêts de famille, d'amitié. Un président qui veut vraiment atteindre des objectifs nobles pour sa nation ne peut pas lésiner sur la prise de décision. Donc il faut un homme de décision. Un homme de décision, c'est qui? C'est celui qui, face à des sujets, à des sujets préoccupants, à des enjeux économiques, prend des décisions sans tenir compte de ses intérêts, ce qu'il gagnera, ce que ses partisans vont y gagner, etc. Non. C'est quelqu'un qui prend des décisions souvent impopulaires. Parce que lorsque vous prenez des décisions qui n'arrangent pas vos partisans, vos amis, vos parents, etc., ceux-là ne vous pardonnent pas. Mais qu'est-ce qui caractérise Patrice Talon lui-même? Mais vous constatez déjà, il ne tient pas compte d'amitié pour prendre des décisions. Il ne tient pas compte. Mais quand on observe bien sa gestion, le port, il aurait pu confier ça à un compatriote béninois pour faire plaisir aux gens. Il y a 1000 dossiers des gens qui veulent être directeurs du port. La SBE, etc., etc. Quand on veut atteindre des objectifs, il faut faire fi des aspects partisans, des aspects sentimentaux, et confier la gestion à ceux qui peuvent le faire pour permettre qu'on atteigne les objectifs. Voyez-vous, le port, quand on le faisait, déjà critiqué, ah non, on a confié le port. Aujourd'hui, vous le savez, il y a seulement une semaine, notre port est classé 6e en Afrique, devançant ainsi la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et devient le premier port de l'Afrique francophone de l'Ouest. Premier port, devançant ainsi le port d'Abidjan et du Sénégal. Mais au moment où il le faisait, tout le monde le critiquait. Donc, il faut être un homme de décision. Devant les cas, vous voyez des partisans... Mais nous avons quand même des cadres au Bénin. Est-ce que parmi ces cadres, il n'y en a pas qui peuvent gérer à la hauteur pour qu'on ait les mêmes performances? J'ai déjà dit que les compétences ne suffisent pas. Pas du tout. Si on prenait un Béninois et il chercherait à protéger les siens, à recruter les partisans, les militants du village, c'est bien que là où il faut recruter 10, on en recrutera 40. Justement, mais quand on confie le port comme on l'a fait, ceux-là
ont une obligation de résultat. Puisque dans le contrat, c'est bien spécifié. On peut rompre le contrat à tout moment si nos résultats, nos objectifs ne sont pas atteints. Alors ceux-là, eh bien, ils sont sur la braise. Plutôt que de confier à un membre du parti. Ah non, ce n'est pas l'objectif national qui va le préoccuper. Non. Comment faire pour recruter, eh bien, quelqu'un, le vice-président du parti, le troisième vice-président, le député. Résultat, on prendra des gens qui ne répondent pas au profil. On ne peut donc jamais atteindre de bons objectifs dans ces conditions. On ne peut pas. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, en dehors de cette valeur dont vous dénumérez tout à l'heure, que le président Patrice Talon arrive à faire plein entre les sentiments et les objectifs, quelle autre valeur vous pouvez nous exposer? Quelle autre qualité? Le président Talon, nous sommes souvent surpris. Quand vous avez affaire, il y a séance avec lui, les gens, dans leur propre domaine, sont pris de court. Je dis dans leur propre domaine. C'est quelqu'un qui se cultive dans tous les domaines et qui a des informations précises dans chaque secteur. Je vous dis, des informations précises dans chaque secteur. Et lorsque vous pensez pouvoir le dribbler ou bien vous présenter un dossier où il y a on a glissé de pièges pour... Mais il vous démonte immédiatement. C'est quelqu'un qui veille au grain et qui suit tous les secteurs de la République. Je vous dis, il suit tous les... Quand on va en réunion, mais on est sur la base. Il n'y a pas ce dossier que vous présentez, que vous pensez maîtriser, il va vous sortir des éléments. Vous êtes obligé de reconnaître. Donc, c'est quelqu'un qui, quand il vous confie une mission, il ne vous laisse jamais faire seul. Il met sur vous des équipes que vous connaissez officiellement, mais encore d'autres équipes que vous ne connaissez pas et qui lui rendent compte au fur et à mesure. Nous, par exemple, nous sommes chargés de mission dans les unités présidentielles suivies. Alors là, c'est un secteur de contrôle, c'est un secteur de suivi, c'est un secteur d'accompagnement de la mise en œuvre des projets. Mais il y a administrativement des structures de contrôle. Oui ou non? Administrativement, quand on met en place un projet, il est toujours prévu une équipe de contrôle. Pourquoi encore mettre une unité de suivi liée à sa personne? C'est pour que ceux-là, en dehors des rapports que les structures de contrôle administratif vont présenter, qu'ils puissent avoir deux sons de cloche. Et dites-vous, même en dehors de l'UPS, il y a encore d'autres. On était à une séance. Il a dit, mais non, il n'y a pas que vos rapports qui me parviennent. Et il a sorti des choses. S'il vous plaît, c'est quelqu'un qui est mieux indiqué. Nous qui avions voté pour lui en 2016, on n'avait même pas pensé qu'il était ce qu'on est en train de constater. On n'avait pas pensé. C'est bien qu'on est très, très agréablement surpris d'avoir porté notre choix sur lui. D'où l'obligation, la nécessité, eh bien, de le soutenir encore parce que, attention, depuis 1960 à aujourd'hui, nous n'avons pas encore connu un président comme ça. Nous n'avons pas encore connu. Je ne dis pas qu'il est seul. Qui gère avec rigueur, c'est ça? Mais l'extrême rigueur. Mais sur le plan social, est-ce qu'il a des qualités sociales, Patrice Talon? Ce qu'on appelle qualité sociale, c'est la capacité de gérer un groupe, c'est ce que je mettais dedans. Ce n'est pas social, ce que nous n'entendons pas social, on va distribuer. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, lors des négociations, savoir négocier avec les partenaires. Savoir céder certaines choses et tenir rigueur, rester ferme sur d'autres. C'est des capacités sociales, des capacités managériales.
devant les projets, lors des négociations, savoir céder certaines choses pour sauvegarder l'essentiel pour soi. Vous ne voyez pas les projets qui étaient déjà les projets qui étaient déjà signés avant lui. Mais il a repris tout. Et mieux, vous voyez, la route des pêches, c'était pas ça. C'est la capacité de revoir les mêmes. Et dites-vous, dans ces négociations, on obtient plus, on dépense moins. On obtient plus, on dépense moins. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Mais sur le pour le pays. Sur le plan humain, oui. Qu'est-ce que vous trouvez de bien avec Patrice Talon? Parce que beaucoup de gens lui reprochent de ne pas être social. Pas du tout. Sinon, voyez-vous, les gens, c'est normal que les gens disent certaines choses du chef de l'État. Humainement, je ne vois pas. Je ne dis pas qu'il est parfait. Au-delà. Mais c'est quelqu'un qui est convaincu que quand on confie une tâche à quelqu'un, il faut lui mettre à sa disposition les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. Là-dessus, il ne lésine pas. Mais une fois les moyens mis à votre disposition, eh bien, vous êtes tenu d'atteindre les objectifs. Si vous ne les atteignez pas, ne pensez pas que vous êtes son beau-frère, vous êtes son cousin, ça ne veut rien dire chez Talon. Ça ne veut rien dire. Plusieurs personnes l'ont appris à leur dépens, en pensant que non, je suis lié à la première dame, je suis lié au président. Ils sont très nombreux en prison aujourd'hui, en pensant que s'ils font certaines choses, ils pourront compter. Non. Et donc, à vous entendre là, vous êtes en train de dire qu'il y a également des partisans du chef de l'État en prison. Il n'y a pas que... Quand même, vous aussi, vous ne le savez pas? Quand même. Ne faut pas dire que vous n'êtes pas au Bénin. Jean-Chien Diagoissi, on va évoluer dans cette émission. Nous allons parler des réformes administratives. Lesquelles sont les plus grandes qui ont été opérées de 2016 à 2021? En matière de réforme, je ne veux pas dire des choses formelles, connues de tout le monde. Non. Des choses élémentaires. Il y a tellement de réformes, tellement. Avant de venir, j'ai passé en revue ces 77 réformes qui sont prévues dans le PAG. Mais dites-vous que ces 77 réformes sont déjà réalisées à 100%, à plus de 90%. Et en dehors de ça, il y a une quinzaine de réformes qui sont ajoutées, qui sont entièrement réalisées. Mais ce que je voudrais dire, qui est quand même quotidien, et que plusieurs ne perçoivent pas, voyez-vous, notre administration est en train de changer de visage. Totalement. Il y a environ 3, 4, 5 ans, pour faire un casier judiciaire, lorsque vous êtes de Natingou à Cotonou, il faut aller à Natingou. Ou bien dire à quelqu'un de Natingou de vous prendre votre casier judiciaire, de vous envoyer, ou bien de venir. Aujourd'hui, vous restez dans votre chambre, vous envoyez simplement demande par mail, sur le net, et vous avez votre casier judiciaire dans votre chambre. C'est extraordinaire, ça. On n'y pensait pas. Quoi d'autre? Aujourd'hui, presque tous les Béninois sont dotés d'actes de naissance. Quand on le dit, les gens disent, mais ça va servir à quoi? C'est grave. Mais lorsque, dans un pays, les citoyens n'ont pas d'acte de naissance, comment peut-on savoir combien ils sont dans le pays? Comment ceux-là peuvent accéder à certains services? C'est impossible. Et dans le domaine de la sécurité, comment peut-on réussir si on ne connaît pas tout le monde? La même personne peut être née en 2018 et après en 2015, ensuite en 2020. La même personne. Vous ne voyez pas que ça pose un problème de sécurité grave? Aujourd'hui, des actes de naissance sécurisés. Ça paraît banal, mais c'est fondamental.
Voyez-vous, la criette, elle a été décriée, la création, ça fait partie des réformes qui n'étaient pas prévues dans le PAG, mais qui sont ajoutées. La criette, en tant qu'instrument de promotion de la bonne gouvernance, eh bien, aide à régler la corruption. Je ne dis pas régler, c'est fini, non. Mais, eh bien, ça permet d'avancer dans la lutte contre la corruption. À sa création, il y avait plusieurs personnes qui décriaient. Aujourd'hui, les critiques de la criette diminuent. C'est pourquoi, lorsque, eh bien, vous avez un dirigeant qui a des projecteurs sur l'avenir et vous fait des propositions, même si vous ne comprenez pas, acceptez de suivre un peu. Mais lorsqu'on parle de la criette, il y en a qui estiment que c'est un instrument pour, je dirais, faire taire les opposants, pour effrayer un peu les opposants. Non, on a dépassé cette étape du débat. Les gens ont prouvé qu'il y a plus de mouvanciers en prison jugés par la criette que d'opposants. Non, on n'est plus à cette étape. Les gens disaient ça. Mais aujourd'hui, plus personne ne le dit. Parce que parmi ceux qui sont passés par la criette, les opposants ne font pas 10%. Et les autres? Je répète que ceux qui ont été jugés par la criette et condamnés, les opposants ne font pas 10%. Donc, on n'est plus à cette étape du débat, c'est terminé ça. Tout le monde a compris. C'est pas fini. Il y a des réformes que les gens... Allez-y, d'autres réformes? Dans notre pays, dans le secteur de l'éducation, surtout au secondaire, je ne sais pas si vous... Au moins, vous avez été élève quand même, vous avez des amis, même si vous n'êtes pas enseignant. Non. Lorsque un élève redouble la troisième quelque part, le lendemain, il va continuer la seconde ailleurs. Il suffit qu'il change de collège. Ou bien on quitte sa ville. Si c'est à Cotonou, on va à Paubert. Si on redouble la première, on va continuer la terminale. Ce n'est même pas à Paubert, à Cotonou, à côté encore, dans le collège, à 500 mètres. C'est terminé aujourd'hui. Si vous êtes de Malanville, vous venez à Cotonou, vous vous inscrivez, il y a ce qu'on appelle Educ Master. On inscrit votre nom immédiat. Ça dit tout de vous. Ça dit tout. Les notes que vous avez reçues depuis l'année là, est-ce que vous passez en année, en classe supérieure, ou vous redoublez? On le sait. Et vous ne pouvez plus. Et ça, ce n'est pas seulement dans le secteur public. C'est aussi dans le secteur privé. C'est fondamental. C'est très important parce que lorsque l'équipe de l'administration juge le niveau d'un élève faible et décide qu'il reprenne et que l'élève va continuer dans la classe supérieure ailleurs, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne forme pas les jeunes pour l'avenir dans ces conditions. Aujourd'hui, je ne sais pas comment il faut le dire, c'est tricherie. C'est terminé ça. Il y a beaucoup de choses qui se font. Hein. Sur d'autres plans, d'autres réformes encore? On y va, ne soyez pas pressés. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Voyez-vous, lorsque nous prenons les projets qu'on exécute ici et là, mais vous ne pouvez pas le savoir. Aujourd'hui, et là peut-être j'anticipe un peu sur les autres étapes, vous ne pouvez plus gagner un marché au Bénin si vous n'adhérez aux conditions définies par l'État. Ce n'est pas vous qui venez avec vos critères, non. Non. Et c'est des critères qui répondent aux normes internationales. Je prends pour petit exemple, en ce qui concerne mon secteur. Vous savez qu'il y a des stades en construction, je ne veux pas dire ça peut-être dans les projets. Seulement, l'aspect qui me concerne là, ces stades, les Chinois ont gagné 2 lots qui font 10 stades. Vous savez qu'avant, les Chinois travaillaient tout dans le pays. Mais comment? Sur les normes chinoises. Depuis,
ils travaillent sur les normes chinoises. Conséquence, l'entretien, impossible. Pas d'autres techniciens. Pour entretenir le stade de l'amitié, là, que vous voyez là, on ne peut pas remplacer une poule sans les Chinois. C'est des choses que tout le monde ne comprend pas. On ne peut pas. Il faut que les Chinois viennent, nécessairement. Parce que leurs normes, leurs états spécifiques, ne sont pas connus des autres techniciens. Avec Talon, non, c'est terminé. On leur a dit non, si vous ne voulez pas, allez chez vous. Conséquence, eh bien, l'exécution du projet, puisque c'est aux normes internationales, on les contrôle. Vous vous souvenez, il y a 5-6 ans, qui pouvait oser aller contrôler les Chinois sur leur chantier? Qui? Il y a une sorte de contrôle permanente qui doit valider les travaux avant leur mise en exécution. Mais ils sont tellement... Ils se fâchent, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Je crois, Takotome, et vous voyez, c'est ça. Ils maltraitent les nôtres. Un Chinois avait, eh bien, pulvérisé du gaz dans le visage d'un technicien. Je passais, on faisait le tour, et mon chauffeur est venu me filer, souffler que, ah, il s'est passé quelque chose, il faut essayer de... J'ai évoqué le dossier, le responsable a reconnu, il dit, quoi? Vous reconnaissez? Enlevez celui-là du chantier dès demain. On va le voir ici, demain matin. Il a pris l'avion 48 heures après. Aujourd'hui, le Bénin est respecté. S'il vous plaît. Le Bénin est respecté. Avant, mais qui pouvait oser aller sur le chantier des Chinois? C'est pas ça maintenant. C'est fini ça. Ça, c'est des réformes qui se font, mais qui ne sont pas connues du commun des mortels. Et ça, c'est dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. D'autres réformes encore? D'autres réformes encore avant qu'on passe à l'image du Bénin? Non, justement, très bien. En termes d'autres réformes, vous savez que pour le problème des enseignants, pénurie d'enseignants. Depuis que je suis né, le problème de pénurie existait depuis. Avant ma naissance, je l'ai vécu, tout le monde. Aujourd'hui, les réformes ont fait que il n'y a plus de salles sans enseignants à l'école primaire. Là où il y en a, c'est que l'enseignant affecté a refusé. Et quand on les déploie, il faut un temps pour faire le bilan, voir là où il n'y a pas eu, là où il y a eu, les gens ne sont pas présents, pour combler. C'est bien que aujourd'hui, dans nos salles de classe, il y a d'enseignants dans toutes les salles. Depuis que le Bénin existe, on n'a jamais vu ça. Jamais. Mais c'est des choses qui passent inaperçues, curieusement. J'ai dit, mais les Béninois sont cons. C'est pas possible. On ne voit plus rien de tout ça. Celui qui, avec son gouvernement, trouve des... Parce que c'est ça que je disais. C'est un président qui sait trouver des solutions adéquates aux problèmes précis et des solutions durables. Des solutions durables. Voyez-vous, vous avez vu comment le problème de l'érosion côtière est réglé? On a dépensé des centaines de milliards dans ce pays. Ça n'a rien donné. Ou bien, des centaines de milliards. En moins de 2 ans, la fois dernière, je suivais des gens qui faisaient de témoignages. C'est terrible. C'est des réformes qui ont permis la bonne mise en œuvre d'un projet. C'est pourquoi il est important de le dire, car les gens ne voient pas pour que les projets réussissent. C'est qu'en amont, il y a eu des réformes pour corriger
les malfaçons, là où les choses se font mal, pour corriger, afin que la mise en œuvre se fasse plus aisément. C'est très important. C'est fondamental. Encore quelques réformes avant qu'on passe au point suivant. Autre réforme, vous savez, je suis obligé d'aller sur les réformes politiques. Puisque jusque-là, je n'en ai pas encore parlé. Oui, il y en a tellement. Sur ce plan politique, eh bien, il y a eu la révision de la Constitution qui a permis la création de la Cour des comptes. Le Bénin, dans l'espace UEMOA, était le seul pays qui n'avait pas encore répondu à cette exigence. Avec Talon, on a pu le faire. C'est vrai, la révision n'a pas été facile, mais on a pu quand même faire quelque chose pour créer cette cour. Vous allez voir, lorsque cette cour sera fonctionnelle, vous allez voir combien la lutte contre la corruption prendra d'autres tournures. En termes de réforme politique, puisque je mets dans la politique tout ce qui est juridique et autres, mais il faut remarquer que l'espace partisan est un peu éclairci. L'espace partisan. C'est-à-dire que dans le pays, tout le monde est président de parti politique. Tout le monde. Tout le monde. Seuls ceux qui ne voulaient pas ne le sont pas. Seuls. Si vous voulez être président de parti, immédiatement, vous le tenez dès cet après-midi. C'est quel pays ça? Vous avez vu un pays comme ça où tout le monde est chef de parti politique. Quand même. Ça ne nous honore pas. Et tout le monde dénonçait la chose. Mais personne n'est parvenu. Personne n'est parvenu. Voyez-vous, ça c'est très important. Et les gens disaient non, on revient au monolithisme. Non, c'est faux. Aujourd'hui, on est à une quinzaine de partis politiques. C'est toujours le multipartisme intégral. Puisqu'on n'a pas limité. Seulement, on a rendu difficile. Ah oui, justement. On ne peut pas parvenir aux objectifs sans cette étape. On ne peut pas, impossible. Aujourd'hui, le ciel est éclairci. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on y gagne. Ouais, maintenant, c'est calme. C'est très bien comme ça. Avant, tout le monde, à la veille comme ça, il y a beaucoup de partis qui s'ajoutent. Et chaque président de parti est là pour négocier avec les candidats. Négocier. Ça dépend du poids du parti. Est-ce que cette réforme s'inscrit dans la droite ligne de réduire le pouvoir de l'argent en politique? Mais pourquoi pas? L'aspect financement des partis politiques. L'aspect, dans les réformes, il y a financement des partis politiques. Oui ou non? Justement, aujourd'hui, plus personne, les partis n'appartiennent plus à quelqu'un. Ce n'est plus quelqu'un qui sort de l'argent pour assurer les charges des partis. Non. Quand c'est comme ça, l'influence de l'argent diminue, pour ne pas dire disparaît. Désormais, le parti n'est plus à quelqu'un, c'est à nous tous, et les décisions se prennent collégialement. J'oubliais autre aspect. Quand je parlais de management, la capacité de négociation du manager. Mais vous voyez, le président Talon, dès son arrivée, il y avait certains problèmes dans le pays, qu'il a réglé un peu comme un tour de bateau magique. Le problème des protestants. Ça a hésité, ça faisait plus de 20 ans. Même les tribunaux ont pris des décisions et pourtant n'ont pas été respectées. Lui, il est venu, sans passer par le tribunal, il a réglé ce dossier. Voilà quelqu'un qui sait anticiper, qui sait par quel mécanisme régler les problèmes. J'oubliais la fermeture des frontières du Nigeria. Bon, le Nigeria a fermé ses frontières et n'a pas voulu les rouvrir. Mais le président a trouvé les mécanismes qu'il faut pour que
nous continuons à vivre sans en souffrir tellement. C'est des gens comme ça qu'il faut pour le pays. C'est des gens comme ça qu'il faut pour un pays. Alors, savoir trouver les solutions adéquates aux problèmes qui se posent. La Covid-19. Tout le monde a fini par reconnaître que l'approche du Bénin est la meilleure dans la sous-région. C'est un président qui n'est pas suiviste. C'est très important. Mais les gens ne voient pas ces aspects. En son temps, on dit non, mais il faut fermer les écoles, Non. C'est quelqu'un, devant les problèmes, il prend le temps de réfléchir, de mûrir les analyses pour prendre les décisions les plus convenables. Au moment où il annonçait ses approches de la résolution de cette pandémie, qu'il n'a pas critiqué dans ce pays. Aujourd'hui, tout le monde a vu que c'est lui qui avait raison. C'est ce que je disais tantôt. Quand vous allez le voir, il vous dit les choses. Des fois, on ne le voit pas immédiatement. Mais après, on se range. On se range. Alors, quelle est l'image que projette aujourd'hui le Bénin? Ah oui, dans la sous-région. Même à l'international. Est-ce que le Bénin est bien vu aujourd'hui? Parce qu'il paraît que sur le plan démocratique, on dégringole un peu. Qui vous a dit ça? La fois dernière, on a dit qu'on est parmi les 20 premiers. Non? Vous voulez qu'on soit où? Quelqu'un parle encore? Non, vous aussi. Mais les gens, quelqu'un était venu il y a quelques semaines, dit bon, on a cité, bon, au Bénin, il y a plus de démocratie. J'ai dit, mais qui a de leçons de démocratie à donner à qui? Il n'y a jamais deux démocraties identiques au monde. Jamais. La démocratie a ses fondamentaux. Et en dehors des fondamentaux, chaque pays s'adapte. Qui peut dire qu'il n'y a pas de démocratie au Bénin? Quand les gens critiquent tous les jours, sans être inquiétés, quand les gens peuvent organiser des conférences de presse, sans être inquiétés, quand les gens, quand ils sont en difficulté avec la justice, eh bien, ils sont interpellés dans les règles de l'art. Mais vous appelez quoi la démocratie? Quand les institutions existent et fonctionnent chacune dans son couloir, mais quoi? Quelle démocratie? Mais vous ne voyez pas? Le Bénin avait tout récemment gagné sur le marché international en eurobond 600 et quelques milliards. Ça signifie quoi? Ça signifie que de l'extérieur, on perçoit le Bénin comme un pays crédible. Un pays démocratique. C'est-à-dire un pays qui n'est pas gouverné par un dictateur. Personne ne prête à un dictateur. Personne. Parce que le dictateur, personne ne sait quand il va changer d'avis, personne ne sait quand il va partir. De l'extérieur, le Bénin aujourd'hui est envié. Vous n'êtes pas sans savoir. Quand on parle d'opposants, moi, je dis non. Ce n'est pas ceux qui sont ici et qui chantent, non. Le premier opposant, c'est qui? C'est le challenger de Talon au second tour. C'est lui qui a été candidat face à Talon. C'est lui qui a dépensé. C'est lui qui a échoué. Vous parlez de Lionel Zinsou. Très bien. C'est lui qui a échoué. C'est lui qui a été condamné par la rupture à 5 ans d'inéligibilité. Mais voilà celui-là qui vient affirmer à la place du monde les prouesses du gouvernement. Vous voulez mieux? Parlez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, je vous pose des questions. Bon, très bien. Mais celui-là qui vient dire, il dit, dans le domaine agricole, le Bénin vient de faire une démonstration à laquelle personne ne s'attendait vraiment. On a doublé la production du coton en 4 ans. Et on est devenu le premier producteur du coton dans l'Afrique de l'Ouest. C'est lui qui a dit ça. C'est pas fini. Il dit, par des eurobonds, le Bénin a décroché 656 milliards de francs CFA. Ça signifie que la perception du risque du Bénin par les investisseurs étrangers diminue, a évolué.
la perception du risque. Ça veut dire que le Bénin n'est plus un pays de risque, à risque. Ça signifie quoi? On fait davantage confiance à notre pays. Et cela, vous ne trouvez pas ça extraordinaire? On est venu de très loin. On oublie très vite là. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini, Non. mais nous sommes pris par le temps. Oui, allez-y, allez-y. Non, non, non. Quand même, on est en train de dire un peu l'image du Bénin à l'extérieur. Non, permettez qu'on avance un peu là. Oui, allez-y. Le Bénin a été qualifié meilleure gestion de la dette en Afrique. Meilleure gestion de la dette. Et deuxième au plan mondial. Deuxième. Nous voulons davantage? Quand même. La bonne gestion de la fermeture des frontières, ça je l'ai déjà dit. Le Bénin est classé premier des pays par l'Association internationale du développement en matière de la transparence des données de la dette par la Banque mondiale. Ce n'est pas moi qui le dis. Je cite en même temps les institutions. L'Association internationale du développement. Dans l'espace UEMOA, le Bénin est classé premier par le rapport de task force en matière de la circulation des personnes et des biens. Premier. Circulation des personnes et des biens. Ce n'est même pas UEMOA, CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça fait 16 pays là. Mais il y a tellement de domaines, c'est pas fini. L'agence régionale Bluefield classe le Bénin premier dans l'espace UEMOA en lui attribuant les notes A à 2 en matière de la qualité de crédit. Il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnés. Justement, Bénin- la liste est longue, on ne pourra pas bon, vous voyez, tout aborder vous peut-être au cours de voyez cette que- émission. Donc, il y a tellement de raisons pour soutenir ce président. Il y a tellement de raisons pour soutenir ce président. Nous allons finir par les grandes réalisations. Quelles sont les réalisations qui sont en cours, qui ne pourront pas Ah oui, prendre les fin projets, au, les projets. au cours de cette année Il y en a 2021, sur le premier tellement, quinquennat? Très tellement, rapidement, nous avons encore Il au y en a plus tellement. 5-10 minutes au plus. Tellement bon. Oui. Ça, les projets, nous prenons le secteur de transport, les travaux publics, les routes. On n'en parle plus parce que ça, tout le monde voit, les gens parlent dessus. Et pourtant, il y a encore quelques-uns qui continuent de dire que rien ne se fait dans le pays. J'ai changé la fois dernière avec quelques amis. On a dit non, que ce n'est pas des routes, ça. C'est des routes de 2 mètres de large. C'est quand même curieux. On est à Cotonou. Les routes étaient déjà calibrées. Les maisons sont déjà installées. On va casser les maisons pour élargir les routes. Quand même. Voyez-vous, je ne sais pas si vous faites quelques tours, vous qui êtes à Cotonou, dans certains quartiers. Des fois, quand je sors, on se perd. On ne sait plus où on est. En 5 ans, en 5 ans, ça fait Cotonou, ça. Faut quitter un peu Cotonou aussi pour voir. La fois dernière, à Bomé, mais je n'ai pas pu me retrouver. Je n'ai pas pu. Parce que il y a de nouvelles routes. Je suis tombé sur une route. Il y a des difficultés à m'orienter. Je ne dis pas que rien n'était fait avant Talon. Mais quand on voit le temps, le laps de temps au cours duquel ces travaux sont faits, il y a de quoi se dire que c'est un monsieur qui a besoin d'être soutenu. Allons vers le projet Arche. Vous savez que ce projet, dans sa phase pilote au niveau de l'assurance maladie, la fois dernière, disons, l'étape, comment je dirais, l'étape préliminaire qui consiste d'abord à apprécier, où on a pris quelques communes. Il y a eu 100 000 Béninois qui se font soigner gratuitement. À terme, c'est 2 millions de Béninois qui seront soignés gratuitement. Ce n'est pas fini. Dans ce projet, il y a un volet qui concerne la retraite. Ce que nous voyons dans les pays développés
qui nous plaisait tellement. Mais ça vient chez nous. Où les artisans, les commerçants, les paysans peuvent aussi penser avoir une pension de retraite. C'est ça, justement, le sujet. Ce n'est pas seulement les fonctionnaires. Et vous le savez mieux que moi. Ce n'est même pas tous les fonctionnaires qui ont droit à la retraite au Bénin. Il y a des fonctionnaires à qui personne ne cotise. Oui ou non? Dans le secteur privé. Personne ne cotise. Et ces problèmes ne préoccupent personne. Vous travaillez dans une structure agréée par l'État, mais on vous paye un salaire qui ne vous permet même pas de vivre un peu décemment. Puis, personne ne cotise pour vous. C'est ça la sécurité sociale. Personne ne cotise. Conséquence, vous fermez 30 ans, vous n'avez rien. Voilà les problèmes que nous avions dans ce pays. Mais nous sommes en train de régler ces problèmes. Non seulement les fonctionnaires, mais aussi des artisans. Tout le monde peut, eh bien, se faire une certaine cotisation pour pouvoir bénéficier de la sécurité lors de ces vieux jours. Lors de ces vieux jours. C'est très important. C'est très important. Merci à vous, Joachim Diagbessi. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à l'endroit de ces compatriotes qui nous ont suivis ce dimanche, d'également peut-être de vos militants qui vous ont suivis également, et à l'endroit des populations béninoises. Nous sommes à la veille d'élections présidentielles. Dites-nous en quelques mots ce que vous avez à dire pour, comme vous l'avez dit, Patrice Talon a besoin d'être soutenu pour que le chef de l'État soit davantage soutenu. Voilà. Ah oui, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la veille d'une élection, d'ailleurs la plus importante du pays, l'élection présidentielle. Des gens ont des appréhensions, quelques craintes. Je voudrais ici inviter les concitoyens béninois à la sérénité. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que tout se passe normalement, correctement et dans la paix. C'est vrai, dans un pays, tout le monde ne peut pas tenir le même langage. Les compatriotes qui n'apprécient pas tout ce qui se fait par le gouvernement, nous les invitons à comprendre. C'est la règle du jeu. Aujourd'hui, ce n'est pas eux. Mais demain, ça pourrait être eux. Donc aujourd'hui, nous les invitons, à défaut d'accompagner, de contribuer à la paix. De contribuer à la paix. À l'apaisement social. Et à l'apaisement social. Et je voudrais inviter les jeunes à comprendre que leur avenir est devant eux. Par contre, ceux qui les recrutent pour leur confier des tâches dangereuses ont leur avenir derrière. Qu'ils sachent donc raison garder et ne pas se laisser manipuler. Merci à vous, Joachim Diagbessi. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien qui s'est déroulé dans une harmonie et une ambiance ponctuée d'humour qu'au sujet de l'affaire Madougou, notre invité a dit que c'est une affaire de droit commun. Elle est présumée innocente. Il invite à garder la sérénité et à laisser la justice faire son travail. Il a dit que le rôle de l'État est de garantir la sécurité des personnes et des biens et d'anticiper face à une menace. Parlant de Monseigneur Isidore de Souza, il a dit que c'est un grand homme qui a dirigé la Conférence nationale des forces vives de la nation. Il a vanté les qualités managériales de l'homme lors de cette historique conférence nationale. Et pour lui, Monseigneur Isidore de Souza a apporté au Bénin et continue d'apporter au Bénin. Parlant du président Patrice Talon, il a dit d'entrée de jeu qu'un président de la République doit savoir faire la part des choses entre les sentiments et les objectifs. C'est le cas de Patrice Talon.
Pour lui également, un président de la République doit être un homme de décision. Il doit trouver des solutions adéquates et durables. C'est également le cas de Patrice Talon. Le port du Bénin est classé 6e en Afrique et 1er de l'Afrique francophone. Nous a laissé entendre le chargé de mission du président de la République dans les unités présidentielles de suivi. Pour lui, le président Patrice Talon se cultive dans tous les domaines et détient des informations précises dans chaque secteur. Il ne laisse jamais faire seul avec des équipes officielles et d'autres et vous accompagne dans une mission qu'il vous laisse afin qu'il y ait beaucoup plus de performance et d'efficience. Il a rappelé au cours de cette émission le rôle des unités présidentielles de suivi et des unités de contrôle pour une gouvernance de qualité. Il est mieux indiqué, il sait négocier avec les partenaires, a dit notre invité au sujet des qualités du président Patrice Talon. Il a révélé que dans les négociations effectuées par le président Patrice Talon, le Bénin gagne plus et dépense moins. Parlant des réformes qui ont été opérées sous le régime du président Patrice Talon de 2016 à 2021, il a fait savoir qu'il y a 77 réformes prévues dans le programme d'action du gouvernement qui sont réalisées à 90%. À ces réformes-là s'ajoute une quinzaine de réformes, dont la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui est un instrument de promotion de la bonne gouvernance. Sous Talon, les actes de naissance sont sécurisés, nous a fait savoir notre invité. L'administration est devenue performante et moderne. Il a fait savoir que la plupart des personnes jugées par la criette sont des mouvanciers. Il y a plus de mouvanciers qui ont été jugés par la criette que d'opposants. Et les opposants qui ont été jugés n'atteignent même pas 10% de ceux qui ont été jugés par cette cour qui a été mise en place sous le régime actuel. Parlant des réformes dans le secteur éducatif, il a vanté les mérites de la plateforme EducMaster. Aujourd'hui, il a fait savoir que le Bénin est respecté sur le plan sous-régional. Il a parlé au cours de son intervention des réformes politiques opérées par le régime actuel avec la révision de la Constitution qui a permis de se conformer aux normes communautaires avec la création de la Cour des comptes. Il a parlé des bienfaits du financement public des partis politiques. Pour lui, le président de la République, Patrice Talon, n'est pas un président suiviste. La démocratie a des fondements fondamentaux et chaque pays s'y adapte, nous a fait observer notre invité. De l'extérieur, le Bénin est devenu davantage crédible, envié et démocratique. Il a évoqué en fin d'émission quelques classements du Bénin et en fin d'émission, il a appelé à soutenir davantage Patrice Talon qui fait des réalisations monumentales et historiques pour le Bénin afin de porter très haut le Bénin. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Tout à fait. Tout à fait. Merci à vous, Joachim Diago ici. Je rappelle que vous êtes chargé de mission du président de la République dans les unités présidentielles de suivi. Vous êtes membre fondateur du parti politique Union Progressiste. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré le moment auquel nous avons fait appel. Merci à vous d'avoir été disponible. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'invité de ce dimanche. Merci pour l'attention. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur ESAE TV.